Bienvenue dans Actualité, l'actualité de l'IT, comme son nom l'indique. On va lancer cette émission, c'est un nouveau concept qu'on propose sur le site viragedigital.fr en partenariat avec l'informaticien et zdnet.fr et en présence de deux de leurs figures emblématiques, en l'occurrence Stéphane Larcher. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Et Olivier Chiche-Portiche. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Ravi de vous accueillir. En fait, c'est donc une nouvelle émission. Chaque mois, on fera un peu le tour ensemble de l'actualité, des grands thèmes que l'on a sélectionnés pour vous avec des chroniqueurs, des experts qui viendront nous donner leur point de vue. On va parler aujourd'hui du Bitcoin, bien sûr, comment ne pas en parler, Qualcomm et Intel, les fabricants de puces aussi un petit peu dans la tourmente, le RGPD, ces nouvelles mesures destinées à protéger les données personnelles, la 5G, oui, elle arrive, Barcelone et Montréal qui s'intéressent à l'open source et puis un mouchard qui s'appelle Strava. On vous explique de quoi il retourne, c'est Actualité. Alors on commence, messieurs, avec un nouveau scandale autour du Bitcoin, ou plus précisément d'une plateforme d'échange, parce que c'est bel et bien les plateformes qui semblent être le talon d'Achille. On avait déjà eu le problème de... C'est pas un scandale, c'est un vol. Un vol, un braquage. C'est un braquage. Caractérisé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, on rappelle? Oh ouais, alors c'est la 10e crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, ça se passe encore au Japon, ça s'appelle NEM, et c'est 430 millions de dollars qui ont été braqués parce que leur système de protection était connecté à l'Internet, ce qui est une incurie totale. Ouais. Ça se passe en quelques secondes, en quelques heures, enfin, c'est plus rapide que dire bonjour. Alors, en effet, vous parlez de braquage, ça fait penser au braquage d'une banque, comme au bon vieux temps de Bonnie and Clyde. Absolument. Parce que c'est ce dont il s'agit, c'est pas la monnaie en tant que telle, c'est pas la crypto-currency, c'est pas la crypto-monnaie ou la blockchain qui a été hackée, c'est la banque. Ou c'est plutôt la plateforme qui gère cette crypto-monnaie en l'occurrence, qui effectivement, comme beaucoup d'autres, parce qu'aujourd'hui c'est pas la seule à avoir été hackée. Il y a déjà eu pas mal d'incidents dans les derniers mois de l'année 2017, effectivement au Japon, en Corée. C'est donc ces infrastructures qui ne sont pas assez protégées et qui, de par des portes ouvertes non protégées, permettent à des hackers, à des gens mal intentionnés, de siphonner, de siphonner la crypto-monnaie et qui placent dans des positions vraiment très délicates ces plateformes qui sont obligées de se justifier, d'expliquer, voire de rembourser. Est-ce que ça remet en cause la crypto-monnaie, c'est-à-dire le Bitcoin ou ces autres monnaies qui apparaissent, le Litecoin, le Ripple? Il y a une chose qui est à peu près certaine, c'est que ça ne remet pas en cause, du moins pour le moment, la blockchain. Là, elle est en train de faire la preuve de son utilité dans un nombre croissant d'applications. Elle est inviolable, elle, pour l'instant. Rien n'est inviolable. Pour le moment. En tout cas, ça fait 10 ans que le Bitcoin existe, il n'y a pas eu de cas référencés. La blockchain, aujourd'hui, est une technologie qui est encore pas mature, mais qui est en train d'acquérir une très grande maturité et qui va se développer, ça on en est sûr. Concernant les crypto-monnaies, moi j'en ai fait mon édito du dernier numéro, c'est ma Normanditude, peut-être Bank oui ou peut-être Bank non. On ne sait pas trop. Songez qu'il y en a plus de 1000 maintenant. Voilà. Et ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on était un peu dans un flou artistique depuis un certain temps, c'est-à-dire que bon, voilà, ça vivotait dans leur coin, ça montait, ça descendait. Sauf que là, avec toutes ces attaques et toutes ces problématiques de sécurité, les autorités financières des pays commencent à taper du poing sur la table, disent attendez les gars, on va essayer de réguler tout ça. Et le problème, c'est que ces régulations pèsent également sur le cours de ces crypto-monnaies. Et ces régulations font que ces crypto-monnaies s'effondrent. Donc en fait, il y a aussi un mouvement de régulation qui va s'installer, mais qui va impacter ces crypto-monnaies dans leur valorisation. Olivier, s'effondre, on est encore à 9 000 ou 10 000 ouais, dollars. On a perdu 50% quand absolument, même. Voilà, il y a toujours une grande volatilité. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent tenter cette spéculation ou s'intéresser à ces crypto-monnaies, il faut bien choisir ces plateformes parce que toutes ne sont pas connectées en ligne. Je crois que certaines stockent leur Bitcoin de façon offline et ne mettent en volume d'échange que quelques pourcents, justement pour éviter ces braquages. Oui. Une des plateformes aujourd'hui qui semble avoir la plus grande stabilité, et en tout cas légitimité, merci, c'est Coinbase, qui est une licorne d'ailleurs. Voilà, et qui est considéré un peu comme la référence aujourd'hui. Mais donc qui doit susciter des convoitises, c'est toujours pareil quand vous êtes la plus grande agence du village. Il y a quelques semaines, Coinbase a été, justement, s'est arrêté pendant quelques heures, pratiquement une journée entière, par crainte d'attaque
Bon, en tout cas, je suis sûr qu'on reparlera de ce sujet des crypto-monnaies dans Actualité. Ah, ça c'est sûr. Ça risque de rythmer l'année Ouais. 2018 encore, après avoir rythmé celle de 2017. Alors, Qualcomm et Intel dans la tourmente pour des raisons différentes. Très différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, il y a un ver dans le fruit? Alors, Qualcomm et Intel, c'est deux dossiers différents. On a un dossier, on va dire, de concurrence avec Qualcomm, un dossier de sécurité, De faille hardware. de faille hardware. Et pour ça, un- c'est nouveau aussi, Voilà. une faille hardware. C'est Ouais. quoi une faille hardware? Alors, là, en quelques minutes, ça va pas Ouais. être simple. J'invite tout le monde, je vais faire un petit peu de publicité. Dans le dernier numéro de l'informaticien, disponible actuellement, on a un gros dossier fait par un de nos collaborateurs qui est très technique et qui explique bien le Et si on détail. doit le vulgariser? On va dire que c'est une faille dans le design même du processeur, Voilà. c'est-à-dire dans la conception même du processeur. C'est un court-circuit presque. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la course au gigahertz n'a plus été possible. Donc, les concepteurs de processeurs se sont dit, on va empiler des cœurs. Donc, ça a changé les jeux d'instruction. Fonctionnement, si on ajoute la virtualisation d'autres domaines, ça a créé des failles, et qui sont des failles conceptuelles. Et il faut bien savoir que ces failles ne seront pas corrigées. Alors, il y a il y a des des patchs quand patchs. même, oui. Il y a des Oui, patchs, alors mais ça, qui on va en fonctionnent- parler. qui fonctionnent pas bien. Voilà. Donc, Ne seront pas corrigées avant 2019. Donc, il faut jeter son ordinateur ou son serveur? Alors en tout cas, peut-être pas, mais en tout cas, ce que dit le CERT américain, qui est l'organisme un peu qu'on peut comparer à l'ANSSI en France, explique que les patchs ne serviront à rien et que la seule solution, c'est de changer physiquement le processeur. Si un institut aussi important dit ça, c'est qu'effectivement, on est dans du gravissime. Ah, quelque c'est du part. gravissime. Ça Voilà. peut coûter cher à Intel. Ça va coûter cher à Intel. Paradoxalement, leurs derniers trimestriels sont excellents. Ouais, l'action a fait un Voilà, on va voir sur le premier trimestre 2018 comment ça va se passer. Ils ont l'air insolides, hein. Intel c'est quand même un géant. Après, en termes d'image, c'est terrible. C'est d'autant plus terrible que le patron d'Intel a vendu beaucoup de stock options juste avant que cette affaire éclate, ce qui jette quand même un gros doute sur sur son Sa honnêteté, on va probité. dire. C'est Voilà. pas le premier à pratiquer ainsi, mais Voilà. ça n'excuse rien. Sa défense au au CIS, a été totalement Bidon. bidon. Le coût des correctifs qu'on prête, enfin qu'on donne, et puis finalement ne les installez pas. Microsoft hier qui ressort des correctifs en disant enlevez ceux d'Intel pour mettre les nôtres, puis finalement, enfin tout ça est un flou artistique. Ouais. Leur communication a été nulle. Bon. Ça va Nul. être un vrai cauchemar pour les administrateurs, je pense, informatiques dans les entreprises notamment, parce que ça laisse quand même ouvertes des portes d'insécurité assez grandes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exploitation. Et ce sont les seuls à avoir ce problème ou est-ce qu'il y a des failles identiques chez les autres fabricants? Parce qu'on se souvient Volkswagen avec le scandale du diesel, on s'est Ouais. rendu compte après coup, bah, c'était pas les seuls. Bah, ce qu'il faut voir, c'est qu'Intel a quand même 90% de part de marché sur les processeurs PC et serveurs. Bon. A priori, C'est les plus AMD en- est impacté aussi, mais Oui. différemment, par l'une d'entre elles, qui serait Meldon, qui est moins grave que Spectre. C'est Spectre aujourd'hui qui est vraiment la faille la plus dangereuse. Qualcomm, on ne sait pas trop, c'est pas Non, clair. Ils hein. se sont pas vraiment exprimés sur la question. Mais, Alors Qualcomm, revenons à Qualcomm Ouais. justement sur ce problème de concurrence. C'est l'Europe hein, qui les met en cause. Voilà, alors Oui. Qualcomm c'est un autre dossier, donc c'est un dossier concurrentiel. Qualcomm se prend une pluie de condamnations au niveau de son abus de position dominante dans beaucoup de pays. Chine, Corée du Sud, Taïwan, États-Unis et maintenant Europe. Europe, 1 milliard d'amendes, 5% du chiffre d'affaires. On en est quasiment à 4 ou 5 milliards. Le fond du dossier, en quelques mots, c'est que Qualcomm a fait pression et a payé quelque part Apple hein, qui est un de ses plus grands clients, pour que Apple n'utilise que ses processeurs, que ses SoC qui sont des systèmes on chip. En fait, c'est le processeur et la partie modem. Qualcomm a donc tout simplement abusé de sa position pour faire en sorte d'être le premier et de rester le premier et d'étrangler ses concurrents. Et de fait, ses concurrents, comme Intel d'ailleurs, n'ont jamais pu émerger sur ce marché pendant des années. Alors la concurrence va venir d'Apple elle-même hein, qui lance Voilà, sa chip. c'est Absolument. paradoxal. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, on a déjà vu ça dans le passé avec le logiciel, Microsoft, Google, Ouais. des choses comme ça. Mais ça veut dire quoi dans ce monde, dans cette industrie des microprocesseurs qui, on le rappelle, hein, est le cœur de tout ce dont on parle, hein, de ce virage Nos numérique. smartphones, nos PC, Ouais. tout. Il y a Et quelque les chose, automobiles, bientôt, sûr, ouais. tout un tas d'objets. il y a quelque chose qui tourne pas rond quand même. Encore une fois, on est sur deux dossiers différents. Intel est vraiment pointé du doigt pour la sécurité et c'est très grave. Qualcomm a fait du business. Ils ont essayé d'être le leader, de le rester. Ouais, ils se sont fait rattraper par la police. Ils Par se sont la fait rattraper police, par la voilà. patrouille. Ils payent cher.
mais je pense que Qualcomm va mieux s'en sortir que Intel en termes d'image et en termes, on va dire, à court terme, tout simplement. Un autre dossier qui va faire couler beaucoup d'encre encore, j'imagine, durant l'année, le RGPD, cette nouvelle directive européenne qui oblige les entreprises à prendre des mesures importantes pour protéger les données. Les données de leurs utilisateurs, absolument. Et ça ne concerne pas les entreprises européennes, c'est une confusion qui est faite souvent. Ça concerne les données des Européens, quelle que soit la nationalité de la société. Ou Facebook doivent respecter cette directive. Et c'est un bazar, je suis poli, absolument considérable. Pourquoi ? Aucune entreprise n'est prête. Les fournisseurs, dans le lot, ceux qui aujourd'hui prennent des sous, sont des cabinets de conseil qui font des audits. Les audits ne sont pas terminés. Et bon, tout le monde prétend être conforme au RGPD. Beaucoup de fournisseurs, de clients mélangent tout. Parce que c'est quand même un dossier très complexe. Il ne faut pas se voiler la face. Ça ne s'appréhende pas en quelques secondes. Est-ce que c'était nécessaire, cette directive ? Est-ce qu'on ne se tire pas une balle, une fois de plus, dans le data en Europe ? Il y avait quand même un peu de laxisme et un peu on va dire, de flou artistique, encore une fois, dans ces histoires de gestion des données personnelles, de consentement par rapport à des services. Aujourd'hui, la volonté de l'Europe, c'est de remettre l'utilisateur au centre des services et le consentement, surtout, au centre de l'utilisation des usages. Et je pense que c'est quand même important, cette histoire de consentement. Mais ça veut dire qu'on est en avance. Hein. Il y aura une donnée à pour deux une fois, vitesses, on est en avance. la donnée asiatique ou américaine, pour faire simple, par rapport à la donnée européenne qui sera protégée, encadrée. C'est pas impossible, effectivement, mais... Est-ce que ça va pas justement être un problème pour développer certains usages ? On voit bien, on comprend ce qu'il y a de dangereux pour la vie privée à avoir des données qui circulent, et en même temps, c'est comme ça qu'on améliore le service. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Thomas, il y a quelques années, Eric Schmidt, patron de Google, l'ancien disait, patron, parce qu'il a arrêté cette fois-ci. Absolument, disait la vie privée, on s'en fout. Et à l'époque, il avait peut-être un peu raison. Il y a qu'à voir les jeunes générations qui n'avaient absolument pas de complexe, de problème par rapport à ça. Mais qui n'en ont toujours pas. Je ne sais pas à quel âge on vos gamins, mais ils mettent tout sur Instagram. Ils ont c'est open bar. Mais moi, j'en ai un qui est pas loin de rentrer dans le marché du travail. Il a pris une deuxième identité sur Facebook pour pas mélanger. Donc c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Absolument. Que tous les épisodes, on va dire, de fuite de données qui se sont quand même multipliés ces derniers temps. Ça fait prendre conscience. Ça fait prendre conscience. Le fait du cyberharcèlement aussi, qui est quand même un problème assez grave, font que, si on parle des jeunes, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience également chez les autres populations. Et quand tu dis que ça peut impacter le business européen, moi je pense au contraire. Je suis d'accord avec toi. Que ça va rassurer les utilisateurs et que ça va générer justement plus de confiance envers ces services et donc plus d'utilisation. Plutôt une bonne mesure, mais encore mal appliquée, c'est le début. Complexe à expliquer, complexe à mettre en œuvre. Et si on a un conseil à donner, la CNIL fait du très bon boulot. Ils mettent en place des fiches pratiques, des logiciels d'audit. Il faut leur faire confiance à la CNIL. La FCDP aussi. Voilà, ils sont plutôt bons. Et surtout se méfier, comme disait Stéphane, de certains fournisseurs ou conseils qui sont un peu à la frontière de l'arnaque. Ça reste du business. Voilà. Oui, mais c'est comme l'IA. Aujourd'hui, c'est tamponné IA comme vu à la télé. Tout le monde attention à qui parler à ce niveau-là et plutôt se tourner vers des... Allez sur le site de la CNIL. Autre business qui arrive peut-être, la 5G. Apparemment, un plan ambitieux d'infrastructure aux États-Unis que pourrait annoncer Trump. Et en Europe, ça commence. Alors, il y a des tests en France, dans les villes françaises. Aujourd'hui, on peut dire que l'écosystème est mis en place et que toutes les conditions sont réunies pour que ça décolle. C'est plutôt que prévu, non ? On attendait ça un peu plus tard ? Oui et non, c'est-à-dire qu'on va dire que les lancements commerciaux vont s'étaler entre 2019-2020 au lieu de 2020. Bon, voilà. En tout cas, les fondeurs comme Qualcomm sont prêts. Les fabricants de terminaux disent qu'ils sont quasiment prêts. Les fréquences, la réglementation, les spécifications, c'est calé. Les opérateurs sont quasiment prêts. Et comme tu le disais, en France, le régulateur, l'ARCEP, va ouvrir un guichet pour faire de l'expérimentation en grandeur nature. Donc on peut vraiment estimer qu'aujourd'hui, encore une fois, les conditions sont réunies pour un décollage assez rapide. La 5G, c'est important. La 5G, ça change quoi ? La 5G, c'est pas que son téléphone qui va aller plus vite. Oui, ça va aller plus vite, certainement. C'est surtout une vraie opportunité pour l'industrie 4.0, comme on l'appelle, l'Internet des objets.
toutes ces choses-là, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, parce que ça va réduire les temps de latence au niveau des réseaux. On parle de quelle accélération? Enfin, on parle d'un x5, x10? Alors, on parle de 1 gigabit par seconde en théorique, en vitesse de débit. Contre, et on est combien? Là, aujourd'hui, en théorique, on parle bien en théorique. Ouais. On est autour de 100, 200 mégabits. Donc, voilà. entre et x5 encore, et x10. Voilà, entre 5 et x10. Oui. Mais c'est surtout la latence, c'est-à-dire le temps de réponse entre ce que je fais et ce qui se passe, qui va être réduit à la milliseconde. Et ça, pour l'IoT qui est un marché en essor complet, des objets, voilà, c'est quand même quelque chose de très important parce que ça va accélérer tout ça. Stéphane, tu partages cet enthousiasme? Oui, je voudrais deux choses. Il y a, pour l'IoT, il y a aussi les réseaux parallèles. La 5G est très importante, mais il y aura aussi les expérimentations que mène par exemple Sigfox, avec des réseaux dédiés à IoT. Je reviens sur le côté américain. Si ça se fait, c'est une première. Parce que, en gros, l'État fédéral américain investirait lui-même dans cette infrastructure, ce qui n'est pas du tout la mentalité habituelle. D'aucuns murmurent, il y avait un papier très intéressant. J'imagine, la surveillance. Que ce serait aussi pour bloquer les Chinois. Parce que Huawei est un acteur qui prend une place absolument considérable dans un nombre de pays et de domaines, dans le stockage, dans les serveurs, dans les terminaux. Maintenant, c'est le troisième. Ils sont sur la 5G, j'imagine. Et ils sont bien entendu sur la 5G. D'infrastructure à l'image de Nokia ou d'Ericsson, et ils prennent des parts de marché, mais à une vitesse considérable. Donc c'est pour contrer cette offensive de Huawei, vous pensez? Je pense. Oui, je pense qu'il y a une part de ça. Et d'ailleurs, les slides de la présentation faite à la Maison Blanche sont disponibles, et Huawei est mentionné nommément. Et alors, est-ce que ça pourrait être aussi un tournant dans ce bras de fer télécom entre l'Europe et les États-Unis? Souvent, l'Europe a été un peu en avance, innovante. Là, les États-Unis pourraient reprendre la main? Moi, je crois pas. Les États-Unis, c'est un grand pays où les déploiements sont quand même assez longs. Je pense que l'Europe a tout fait pour justement ne pas rater le coche et être en première ligne sur cette 5G. On est même quasiment au même niveau que l'Asie, qui est généralement toujours très en avance d'habitude, c'est vrai. Donc aujourd'hui, je pense que la 5G peut être une superbe opportunité pour l'Europe, parce qu'encore une fois, tout a été fait pour que ça aille vite, et c'est allé vite. Et on a encore deux acteurs, tu les citais à l'instant, Nokia et Ericsson, qui sont... Certes, il y a le chinois Huawei qui est très puissant, qui progresse très très vite, mais Nokia et Ericsson sont encore là. Et avec des nouveaux services, des nouveaux usages, j'imagine, qui vont fleurir. On a déjà une idée de... Alors, je pense que ça va être déjà l'accélération d'usages gourmands que sont la vidéo, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, qui vont pouvoir exploser par rapport à ça. Après, aux opérateurs d'imaginer des nouveaux services, aux éditeurs d'imaginer de nouveaux services. Je pense qu'on peut avoir des surprises. Oui, et un sujet qu'on ne traitera pas aujourd'hui, mais qui a son importance par rapport à ça, c'est la neutralité du net. Ouais, tout à fait. Et là, on pourra faire une émission là-dessus. Barcelone et Montréal qui rêvent d'indépendance informatique, l'open source. Ouais, c'est intéressant parce que on avait l'exemple de Munich, qui était le big exemple, on va dire, de la grande ville qui est passée à l'open source et qui finalement retourné chez Microsoft. Revient en arrière, qui préfère Microsoft. Par contre, récemment, on a appris que la municipalité de Barcelone ainsi que Montréal réfléchissait sérieusement à passer tout le parc informatique de la ville sous open source. Et non pas pour des histoires d'argent, parce que c'est pas toujours moins cher. Oui, libre, ça ne veut pas dire gratuit. Voilà, oui, parce qu'il faut quand même des gens qui vous accompagnent. Voilà, bien sûr. Et j'avais une citation de quelqu'un qui était justement à Montréal, qui s'occupe du parc informatique, et qui dit tout simplement, on n'utilise pas le logiciel libre parce que c'est gratuit, d'ailleurs ça ne l'est pas, on le prend parce que c'est meilleur. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est que les éditeurs de suites open source, que ce soit de la bureautique ou autre, sont arrivés, bon an mal an, à se hisser quasiment au niveau des grandes suites logicielles, des grands éditeurs. Et ça, c'est ça qui drive, qui motive le choix de ces villes de passer ce logiciel. Et on parle de villes, donc il y a quand même peut-être une dimension locale et spécifique. Est-ce que les entreprises font ce mouvement? Certaines. Notamment Google, qui est en train de prendre des parts de marché, des jolis comptes en France sur Gmail. Alors Gmail, on ne parle pas de le Gmail privé, on parle de la vraie messagerie d'entreprise. Est-ce qu'on peut parler d'open source avec Google? Non, enfin,
Oui et non, parce Oui, que c'est- voilà, c'est- c'est assez ouais. particulier. C'est de l'open source mais fermé. Bon, on va finir avec un peu de sport. Strava, l'application. Ah ça c'est magnifique. Vous Le- êtes utilisateur Non. l'un et l'autre. Non, enfin, on a des amis, enfin, en tout cas moi j'ai des amis qui l'utilisent beaucoup. Et, On rappelle ce que c'est, cette ouais. application, parce que tout le monde n'est pas forcément Alors jogger quand vous du- faites un footing, un jogging, vous avez votre bracelet Fitbit ou une application sur votre smartphone qui enregistre tout un tas de données très intéressantes, votre parcours, les calories dépensées, les kilomètres, le nombre de pas, etc., etc. Et donc vous êtes très savant et ça vous permet de vous améliorer. Voilà. Bon, ça c'est les datas. Ça cartographie aussi ton itinéraire. Tu as ça raison, permet c'est d'assurer sa performance. Voilà. Et donc, les datas sont envoyées sur une plateforme qui s'appelle Strava, qui est très jolie. Et donc, vous avez des tas de couleurs orange, rouge, jaune, vert, bleu. Et quand c'est dans Paris ou dans New York, c'est très bien. On voit que tout le monde gambade dans le Bois de Boulogne ou dans Central Park ou Hyde Park, où vous voulez. Et c'est magnifique. Sauf que quand vous êtes à Mogadiscio ou à la base française du Niger, Quand vous êtes à Marines et que vous les gens qui utilisez... courent, eh ben, ce sont des militaires. Ouais. Et uniquement à ces endroits-là, ben, par le petit nombre de données, vous identifiez des militaires et une base militaire. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que C'est c'est les très dangereux. militaires qui publient leurs On informations? publie par défaut. Par défaut. C'est-à-dire que le fait d'utiliser l'application et de se balader ou même de courir, Et Strava on rend ça envoie des public? données, voilà. Et eux, ils voient rien, Strada, ils ont les yeux Ouais. fermés, donc ils voient des données arriver et ils les rebalancent. Quoi. Alors, Donc là, ça a été oups. oui, voilà, oups. Et apparemment, c'est pas la première fois. Pokémon Go a créé des problèmes identiques sur des secrets militaires. On avait les images Google Earth aussi avec Ouais. des sites militaires. Ouais, ouais. Euh, Google a dû flouter après. Google floute ouais, maintenant. ouais, ouais, floute. Google, mais bon, Apple aussi Voilà. floute. donc en fait, c'est quoi? C'est surtout un problème pour les militaires? Bah, c'est un problème. C'est la sécurité. Voilà, c'est un problème de sécurité, c'est-à-dire qu'on a accès à des données qui ne devraient pas être accessibles, notamment les localisations de certaines bases ou de certaines infrastructures militaires. Strada aurait dû anticiper en sachant que certaines zones devaient être, on va dire, soit floutées, soit non couvertes. Non couvertes. Voilà, tout Il y a simplement. aussi la responsabilité des états-majors militaires Ouais. qui devraient dire à leurs soldats calmez-vous avec ça, les enfants, parce que. Faites un jogging faites- sans appui, voilà, ou alors exactement. débranchez Ou alors l'appli. débrancher la. Voilà. Mais c'est un peu, ils l'ont un peu mauvaise quoi, pour le coup, ça leur fait un peu un bad buzz, mais comme on sait, bad buzz is buzz, donc Ouais. bon, quelque Donc, part, au final, hein, on- voilà. Parce que c'est l'Afghanistan, Ouais. la Syrie, l'Irak, le Niger, etc. En tout cas, c'est une illustration de la RGDP. Oui, RGPD. en quelque sorte. Un dernier mot pour conclure, ce que vous allez suivre dans les semaines avant qu'on se retrouve pour la prochaine émission. Bah, on va suivre le cours du Bitcoin, hein. Oui. Et demain, les résultats d'Apple. Et demain, c'est d'Apple. Parce ouais, qu'il voilà. se murmure que Ouais. l'iPhone X, les résultats ne seraient pas à Voilà. la hauteur des espérances. Personne n'en sait rien, mais on verra demain. Mais il y a l'analyste Monroshi, je crois, Ouais, le est Kaji, généralement ouais. un type très très informé. Ouais, mais Canalys, c'est du contraire, hein, qui est aussi un institut assez Bon, bon. c'est Voilà. bon. Donc, On ne sait pas. Voilà. On fait le match après le match. On ne va Exactement. pas le faire avant, mais on pourrait. En tout cas, ça fera partie des choses dont on reparlera sans doute. L'iPhone 10 et son destin lors d'une prochaine émission Actualité. Tout à fait. Ce sera l'épisode 2. Ce sera dans un mois. On se retrouve. Et en tout cas, merci à tous les deux Merci, d'avoir Thomas. participé. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode d'Actualité.